L'endométriose, la fibromyalgie, la sciatique et les arthrites font partie des 20 problèmes de santé les plus difficiles à vivre selon la NHS. La NHS, c'est la National Health Service, qui est un organisme gouvernemental pour la promotion de la santé en Angleterre. Et ils ont récemment sorti cette liste de 20 affections les plus difficiles qu'on puisse connaître. Alors à l'exception du travail de l'accouchement, car il ne s'agit pas à proprement parler de maladie, la liste explique les sensations atroces provoquées par chacune de ces maladies, et même si elles ne sont pas classées dans un ordre particulier, et donc l'ordre que je vais vous présenter n'est pas, c'est pas un ordre particulier, elles sont toutes horribles à leur manière. La première, c'est les douleurs après une opération. Alors bien évidemment, les opérations chirurgicales sont rarement une chose facile à vivre, mais la NHS dit que vous ne devriez pas avoir de douleurs insupportables, et donc ils recommandent de prendre des analgésiques efficaces si c'est nécessaire, au lieu de se dire qu'il faut tenir bon. Le deuxième, c'est le zona. Et voilà, on est beaucoup à penser que c'est simplement une version adulte de la varicelle, alors que, en réalité, la douleur que provoque un zona, cette douleur brûlante ou picotante, avec des plaques de peau, ça peut être incroyablement intense à vivre. Le troisième, ce sont les algies vasculaires de la face. Ces douleurs sont reconnues comme étant le type de maux de tête le plus douloureux possible, encore plus que les migraines. Imaginez que vous accouchiez sans analgésique, 1 ou 2 fois par jour pendant 10 semaines d'affilée, et vous aurez une idée de la misère pure. Voilà ce qu'a dit la NHS sur les algies vasculaires de la face. Ces maux de tête ont même été qualifiés de maux de tête suicidaires. Pourquoi ? Parce que certaines personnes qui en souffrent ont mis fin à leur jour tellement c'était insupportable. Et puis on a les migraines qui figurent toujours sur la liste des affections les plus douloureuses, car elles provoquent des douleurs débilitantes, des vomissements, une sensibilité à la lumière, en plus de l'évident élancement dans la tête. On a aussi la capsulite rétractile. L'épaule va devenir raide au point qu'il est difficile de bouger ou d'utiliser le bras, donc certaines personnes sont vraiment limitées et ne peuvent quasiment plus bouger leurs bras. La main doit rester vraiment en bas, donc ça a beaucoup d'implications sur le quotidien, par exemple pour cuisiner, pour travailler, pour changer les vitesses dans la voiture. C'est très très compliqué, même pour s'habiller, ça peut être compliqué. Cette douleur articulaire, elle peut durer plusieurs années, même si voilà, on a des analgésiques qui sont prescrits, on sait que la kiné, les exercices peuvent soulager certains symptômes, et on peut généralement récupérer complètement la fonctionnalité de son bras au bout d'un certain temps. On a les fractures osseuses également, ça c'est assez explicite, alors toutes les personnes qui ont eu déjà une fracture osseuse, pour comprendre la douleur intense que ça provoque, que ce soit pendant la fracture ou même après, avec le processus de guérison. Le cancer fait partie aussi de la liste selon la NHS. Ça touche beaucoup de personnes, et ce qui est difficile avec le cancer, c'est que ça touche pas uniquement le corps physique, mais ça touche également l'aspect professionnel, l'aspect intime, les rapports sociaux avec son entourage. Ça a beaucoup de conséquences sur la vie de quelqu'un. Et puis on a les douleurs liées au traitement du cancer, comme la chimiothérapie, la radiothérapie, qui provoquent eux-mêmes des douleurs. On a ensuite le syndrome douloureux régional complexe, ce qu'on appelle le SDRC, ou encore ce qu'on appelait avant l'algoneurodystrophie, la fameuse ALGO. Le SDRC, c'est une douleur qui survient souvent après une chirurgie ou une blessure, par exemple une fracture osseuse. Et cette douleur,
dépasse souvent de loin celle de la cause initiale. Elle peut durer de nombreuses années et heureusement, entre autres avec les neurosciences de la douleur, il y a plein de choses que l'on peut faire, des choses naturelles et qui sont scientifiquement prouvées pour réentraîner le système de la douleur. Pourquoi ? Parce que dans cette affection-là, c'est le système de la douleur qui, à un moment donné, a dysfonctionné, et d'où le fait qu'on puisse avoir des phases chaudes, des phases froides, des rétractions de la peau, on peut avoir des sensations de brûlure au niveau de la peau, etc. Tout ça, ça nous indique que c'est le système nerveux qui est en cause, et ce système nerveux, on sait le réentraîner. On a ensuite la crise cardiaque, qui est souvent confondue avec une mauvaise indigestion, mais ça ne la rend pas pour autant moins douloureuse ou grave, elle peut être très douloureuse. Puis on a la hernie discale, selon la NHS, la hernie discale fait partie des affections les plus difficiles, les plus douloureuses. Alors, ça peut bien évidemment toucher d'autres zones que simplement le dos, hein. Ça peut générer des douleurs qui descendent dans la fesse, dans la jambe, et ce sont des douleurs neuropathiques, donc, qui sont, en tout cas si c'est une vraie sciatique, ce sont des douleurs neuropathiques, parce que souvent on confond avec autre chose. Si c'est une vraie douleur sciatique, c'est neuropathique. Donc on va avoir des fourmillements, des décharges électriques, des sensations de froid douloureux ou de chaud. Donc on va avoir des gènes au-delà de la douleur. C'est quelque chose qui est en fait très courant d'avoir une hernie, et c'est pas toujours lié à une douleur. C'est même rarement lié à une douleur, je dirais. Une hernie, ça se résorbe généralement, spontanément en 6 mois, et dans les douleurs de dos, la hernie, comme je le disais, c'est rarement la cause. Même si on a identifié une hernie sur l'imagerie médicale, c'est pas forcément les hernies qui provoquent la douleur. Il faut vraiment que ce soit cohérent par rapport aux symptômes et aux signes de la personne. L'imagerie médicale ne nous indique pas tout. Il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de douleur, qui fonctionnent tout à fait normalement, y compris des jeunes de 20 ans, chez qui on pourrait retrouver des hernies si on leur faisait des IRM. Il y a des études, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a des études qui ont fait ça et ils se sont amusés. Ils ont regardé chez des gens qui n'avaient pas de douleur et ils ont vu qu'il y avait plein de personnes qui avaient des anormalités qui sont finalement tout à fait normales au niveau de leur dos. Ensuite, on a les arthrites. Les douleurs articulaires liées à l'arthrite, elles sont permanentes ou quasi permanentes. Mais selon la Arthritis Care, l'exercice est l'un des meilleurs moyens de calmer ces douleurs, quel que soit le type d'arthrite dont vous souffrez. Par exemple, une polyarthrite rhumatoïde, on sait que l'exercice physique est un très bon outil. Je me souviens par exemple d'une participante d'Éclore qui avait une polyarthrite rhumatoïde et qui ne savait marcher que 1500 pas par jour, sinon elle avait des poussées inflammatoires. Et à travers les 3 mois d'Éclore, elle a réussi progressivement à plus que doubler son périmètre de marche, ce qui lui permettait d'avoir beaucoup plus de liberté dans son quotidien, et ses douleurs ont progressivement diminué. Alors même si elle passait par des phases de crise de temps en temps, parce qu'elle faisait trop par rapport à ses capacités, elle arrivait de mieux en mieux à gérer ses crises et à gérer ses capacités. Et progressivement, elle a réussi à réentraîner son système de la douleur par le mouvement, entre autres. Elle faisait aussi les séances de réveil articulaire en vidéo qui sont accessibles dans la formation et qui l'aidaient beaucoup le matin à se mettre en route. Tout ça pour dire que l'activité physique est très bénéfique quand on a de l'arthrite, toute forme d'arthrite, et par exemple la polyarthrite rhumatoïde, et il faut juste trouver la bonne façon de le faire. Puis on a la sciatique, qui est donc le nerf le plus long du corps, et comme je vous le disais juste avant, on confond souvent la sciatique avec d'autres douleurs. L'appendicite fait aussi partie des 20 conditions. Donc l'appendicite, ça désigne le gonflement douloureux de l'appendice. C'est plus fréquent chez les enfants, c'est pas normal, même si elle est très courante.
On a les calculs rénaux aussi, qui sont indiqués. Alors, c'est souvent cité par les hommes comme l'une des choses les plus douloureuses, même plus douloureux qu'un accouchement, ils disent, bien que ça peut survenir tant chez les hommes que chez les femmes. On a la névralgie du trijumeau, qui est souvent décrite comme une sensation de choc électrique traversant le visage. Et cette affection, qui est également connue sous le nom de maladie de Fothergill, provoque des crises extrêmement douloureuses d'un côté du visage. Ces crises sont imprévisibles et elles provoquent des sensations insupportables de brûlure et de coups de poignard. Ça peut être des sensations comme si on s'enfonçait, comme si quelqu'un nous enfonçait un coup de poignard dans l'œil, et ça peut durer quelques minutes, ça peut durer même des heures chez certains, et ça arrive à n'importe quel moment. C'est des douleurs qui sont très très intenses. La goutte fait aussi partie des 20 conditions. C'est une forme d'arthrite qui survient à la suite d'une vie décadente. En tout cas, ça c'est le mythe qu'on en a. Et en réalité, bien qu'elle soit plus fréquente chez les personnes qui mangent beaucoup de viande rouge et qui boivent de la bière, elle peut survenir en réalité chez n'importe qui. Et ça provoque des articulations rouges, chaudes, enflées et extrêmement douloureuses. On a ensuite la pancréatite, qui est une inflammation du pancréas, donc le pancréas qui est en dessous de l'estomac, à gauche, et qui fait partie du système digestif. Ça provoque d'horribles douleurs abdominales. Elle peut survenir de manière ponctuelle ou permanente, mais ça finit souvent par nécessiter une intervention chirurgicale d'urgence. Les ulcères de l'estomac font également partie de la liste. Et puis on a l'endométriose. Alors l'endométriose, ça touche une femme sur 10, c'est énorme, et encore, c'est sous-estimé. Ça se produit quand les cellules de la muqueuse utérine se retrouvent en dehors de l'utérus. La douleur dans la région pelvienne et les zones environnantes qui se produisent à la suite de cette condition peut être intense et continue. Ça peut s'aggraver par certains facteurs comme les menstruations et les rapports sexuels. Et les symptômes les plus fréquents que l'on peut avoir, ce sont les règles douloureuses, les douleurs pelviennes chroniques, les douleurs pendant les rapports sexuels, les signes urinaires comme la difficulté pour uriner et la présence de sang dans les urines, et puis les signes digestifs, autrement dit des douleurs à la défécation, du sang dans les selles. Mais ça peut aussi être une infertilité, et c'est souvent à ce moment-là que c'est diagnostiqué. Ça peut être aussi simplement de la fatigue chronique. Et donc toutes les femmes qui ont des douleurs de règles n'ont pas d'endométriose, heureusement, mais si la douleur ne cède pas avec un simple antalgique, alors on peut se poser des questions. Et c'est bien d'aller investiguer un peu plus loin. La douleur qui doit alerter, c'est celle qui revient chaque mois de plus en plus forte, de plus en plus présente, et qu'un antispasmodique ou un antalgique léger ne suffit pas à calmer. Ça, c'est une douleur qui nécessite une consultation. Même si on sait aussi qu'il y a beaucoup d'endométrioses qui sont asymptomatiques, c'est-à-dire qu'elles ne vont pas provoquer de douleur. Et comme je vous disais, c'est là où souvent on s'en rend compte par hasard ou lors d'un bilan de fertilité. On a eu plusieurs participants dans les groupes Éclore qui avaient de l'endométriose et les outils qui sont partagés dans la formation Éclore peuvent vraiment aider parce qu'il y a tout un travail à faire sur le système de la douleur, entre autres. Et pour terminer, on a la fibromyalgie. La fibromyalgie fait partie des 20 conditions les plus compliquées, les plus douloureuses selon la NHS. Le symptôme principal de la fibromyalgie, ce sont des douleurs diffuses dans tout le corps et qui peuvent migrer d'un jour à l'autre. Mais comme pour l'endométriose, on retrouve d'autres symptômes comme les raideurs musculaires, la fatigue intense à cause d'un sommeil non récupérateur, un syndrome de l'intestin irritable, le syndrome des jambes sans repos, des troubles de l'attention et de la mémoire. Mais ça peut aussi être des maux de tête, des troubles digestifs, urinaires,
des démangeaisons, des sécheresses de la peau, de l'anxiété, une plus grande sensibilité à l'environnement, donc le bruit, le froid, les taux d'humidité. Voilà tous les symptômes que l'on peut retrouver avec un syndrome fibromyalgique. Toute personne peut développer un syndrome fibromyalgique, y compris les enfants et les personnes âgées. Mais c'est plus courant chez les femmes entre 30 et 55 ans. C'est là où on le voit le plus. Et on ne sait pas encore exactement pourquoi. Il existe plein d'outils scientifiquement prouvés pour apprendre à gérer ces douleurs en autonomie. Et la première étape, c'est de comprendre comment fonctionne le système de la douleur grâce aux neurosciences de la douleur. Pareil, on a eu beaucoup de participantes qui avaient une fibromyalgie dans les groupes Éclore, et ces outils que l'on partage, qui sont scientifiquement prouvés, fonctionnent très bien sur la fibromyalgie. Toute la difficulté, quand on a une fibromyalgie, c'est qu'on est souvent stigmatisé. On nous dit que nos douleurs sont dans la tête, parce qu'on ne voit rien sur les imageries médicales. On nous fait comprendre qu'on est fainéant, et qu'il suffit qu'on fasse plus de sport, et que de toute manière, tout le monde a des douleurs au dos à un moment donné. Et ça peut être très très dur de recevoir ce genre de remarques. Ça provient généralement simplement d'un manque de compréhension, que ce soit un manque de compréhension de l'entourage ou des thérapeutes. Un entourage qui n'a pas de douleur chronique a des difficultés de comprendre ce que c'est que de vivre avec des douleurs permanentes ou quasi permanentes. Et donc à un moment donné, pour éviter d'impacter trop notre entourage, pour éviter d'attirer la pitié, on a tendance à se renfermer sur soi, à ne plus trop parler de ses douleurs et à se sentir très seul. Et j'ai remarqué à quel point, tout comme pour l'endométriose, ça peut faire beaucoup de bien de se retrouver dans des groupes de parole pour pouvoir discuter de toutes ces choses et trouver des solutions ensemble pour mieux vivre. Une participante récente qui avait une fibro et qui a participé au groupe Éclore disait par exemple « Je me suis sentie entendue, écoutée, rassurée. On se rend compte que l'on n'est pas seul, que l'on n'est pas folle. » Et c'est vraiment ça, c'est le message qui nous est renvoyé dans notre société, alors que, en se retrouvant un peu entre nous, avec des personnes qui vivent les mêmes difficultés, c'est pas forcément des personnes qui ont une fibro, ça peut être une personne qui a de l'endométriose, mais ça permet de se comprendre parce qu'il y a certaines difficultés qui sont semblables. Et c'est même très enrichissant de se retrouver avec des personnes qui ont des diagnostics différents. Bref, ce n'est pas un hasard si un organisme gouvernemental de la santé a identifié toutes ces conditions comme étant les plus douloureuses à vivre. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de l'intensité des douleurs qu'elles provoquent, elles ont aussi souvent un impact sur beaucoup de domaines de vie, tant au niveau professionnel, qu'au niveau social, qu'au niveau du bien-être émotionnel. Ce sont souvent des douleurs qui persistent et qu'il est difficile d'apprendre à vivre avec. Et donc, encore une fois, on a tendance à s'isoler parce que ces douleurs nous limitent de plus en plus. Par exemple, avec une névralgie du trijumeau qui peut apparaître à n'importe quel moment, on a de moins en moins envie de sortir, d'aller voir des amis. Pourquoi ? Parce que ça peut apparaître à n'importe quel moment. Et donc, on a tendance à se reclure et à rester de plus en plus chez soi. Et ça, c'est un cercle vicieux qui est malheureusement pas très bon pour les douleurs, mais en même temps, c'est souvent compliqué de faire autrement quand on a des douleurs comme ça. Et c'est pour cette raison qu'on a créé Éclore, qu'on a créé ces groupes de parole qui se font en visioconférence, du confort de la maison de chacun. On n'a pas besoin de se déplacer, on n'a pas besoin de faire des heures de trajet pour aller dans un centre antidouleur. On a juste à se connecter à son ordinateur et à consacrer 1 heure, 2 heures pour pouvoir échanger, pour avoir cet espace et ce temps pour nous, pour pouvoir échanger sur ces différentes difficultés et dégager également des solutions ensemble pour apprendre à mieux vivre avec ces douleurs. Si vous êtes intéressé de faire partie de ces groupes Éclore, que vous avez envie de vous retrouver
avec des personnes qui, comme vous, sont à la recherche de solutions concrètes et scientifiquement prouvées pour gérer leur douleur. Éclore peut vraiment vous aider. C'est un accompagnement avec une formation complète pour comprendre pourquoi des douleurs persistent et comment faire pour y remédier. C'est plus de 12 heures de formation en vidéo accompagnées de cahiers d'exercices pratiques. Et pour ceux qui sont intéressés par cette aventure, je vous ai laissé un lien en description pour que vous puissiez mieux comprendre de quoi il s'agit et que vous puissiez vraiment sentir si c'est fait pour vous. En tout cas, prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite.